Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers clients, chers responsables d'entreprises exerçant dans le secteur du bois, permettez-moi de vous souhaiter au nom du directeur général de la First Bank une chaleureuse bienvenue à cette 4e édition du forum baptisé le mercredi de la PME. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous accordez à cette rencontre de réseautage, de partage d'informations et de développement d'affaires. J'insiste sur réseautage parce que dans la salle, vous avez des acteurs de différents maillons de la chaîne de valeur que constitue le secteur bois de façon générale. La First Bank a fait du développement de la PME son cœur de métier. C'est ainsi que dans notre portefeuille, aujourd'hui, nous détenons plus de 25% des entreprises en activité au Cameroun. Pour répondre à un besoin exprimé par les promoteurs de ces PME opérant dans les chaînes d'activité complémentaires, nous avons mis sur pied ce concept, cette plateforme, le mercredi de la PME. Nous rendons par là même satisfaction aux promoteurs qui eux-mêmes ont manifesté le désir d'être mis ensemble afin de nouer des relations d'affaires, des partenariats gagnant-gagnant. À travers cette plateforme, nous renforçons notre impact dans la promotion de l'entreprise, de l'entrepreneur, parce que notre motivation est de susciter des champions nationaux capables de soutenir la vitalité de notre tissu économique. Pour cette 4e édition, nous nous intéressons au secteur forestier et à juste titre, car il représente un réservoir d'emplois et regorge de niches d'opportunités en friche. Cela dit, malgré un potentiel sous-exploité, le secteur forestier contribue à environ 2,1% du PIB de notre économie. Un chiffre qui le place au rang des piliers stratégiques de notre développement aux côtés de l'agriculture vivrière et des hydrocarbures. Afriland First Bank, depuis sa création, a misé sur la PME pour pallier au sous-investissement dans notre économie. Nous sommes conscients que la richesse se crée au sein de l'entreprise pour se redistribuer dans la société. C'est pourquoi nous restons engagés aux côtés des acteurs économiques pour leur apporter le soutien nécessaire pour booster l'activité et surtout créer de la valeur dans les différentes chaînes de valeur de notre économie. Nous sommes convaincus que c'est la PME que notre pays pourra devenir l'usine du continent. Pour cela, il est impérieux que chaque maillon de la chaîne joue sa partition. En ce qui nous concerne, nous mobilisons au quotidien notre expertise ainsi que les financements nécessaires pour soutenir notre écosystème entrepreneurial. Pour vous donner une idée, fin 2022, sur un encours de crédit de 1013 milliards, plus de 66% ont été octroyés à l'entreprise privée individuelle. Bien encore, plus de 65% de cet encours ont une maturité à plus de 2 ans. Mesdames et messieurs, chers partenaires, ces indicateurs nous permettent de comprendre que la First Bank est la banque qui croit le plus en vous et finance vos activités. Nous avons bonne connaissance des difficultés que vous rencontrez. C'est la raison pour laquelle nous mettons en œuvre un ensemble de concepts, de projets et notamment cette plateforme que nous avons développée pour vous permettre, au-delà des problématiques de financement, de trouver des fournisseurs, un client à travers cette plateforme que nous avons mise en place. Chers invités, avant de terminer, permettez-moi de remercier nos panélistes qui ont bien voulu répondre à notre invitation malgré la pression de leur agenda respectif. Certains ont annulé leur vol, d'autres ont repoussé ou annulé des séances de travail. Nous leur exprimons ici toute notre gratitude. Je remercie également l'équipe d'organisation et salue le travail abattu malgré la quasi-inflexibilité de nos journées de travail. À présent, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon forum et des échanges fructueux. Merci. Ok, merci Monsieur le Directeur pour le mot de bienvenue. Nous allons passer la parole au panel qui va nous entretenir sur la problématique principale dont chacun de nous en a connaissance. Mais avant de passer la parole, je voudrais vous présenter la modératrice qui est un visage très connu
paysage médiatique, Lucrèce Mebenga. Elle est chef service économie à la CIA TV Télé. C'est d'ailleurs elle qui présente l'émission Questions économiques, qui est un rendez-vous hebdomadaire. Donc, à présent, Madame Lucrèce, vous avez la parole pour la modération de nos échanges. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors, nous allons commencer cet échange par quelques chiffres. Je sais que tous ici, vous êtes des amoureux des chiffres. On aime bien, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, voir en termes de chiffres quelles sont les progressions qu'on a pu réaliser. Mais ici, les chiffres que nous allons vous donner, c'est ceux qui concernent spécifiquement la filière bois et ce que cette filière peut apporter dans la quête de la croissance économique du Cameroun. Alors, le Cameroun, c'est 22 millions d'hectares de forêt, soit 46% de la superficie totale du pays. C'est des recettes fiscales, par exemple, de l'ordre de 368 milliards en 2016, une contribution au PIB à hauteur de 2,1%, on l'a dit à l'entame de cet échange. Telle est la photographie du secteur forestier camerounais. Le potentiel naturel est donc là, mais le taux de transformation est de 12,21%, dont 0,03% pour ce qui est du contreplaquet, par exemple. Face à cette sous-exploitation du potentiel forestier du Cameroun, la banque leader de notre pays vous convie donc à réfléchir sur le thème filière bois, comment booster la transformation. Et c'est bien entendu, on l'a dit, dans le cadre de cette plateforme de rencontre baptisée le mercredi de la PME, rendu cette année à sa 4e édition. Alors, comme lors des éditions précédentes, les agents économiques d'une même filière, en l'occurrence la filière bois, vont se parler, échanger sur les voies et moyens d'accélérer la transformation du bois au regard de la plus-value qu'elle génère, et ce, malgré le report de l'entrée en vigueur de l'interdiction des exportations des grumes de la zone CEMAC. Les acteurs de la chaîne concernés ce matin, ce mercredi, c'est Madame Blandine Laure Ouguia, qui est déléguée générale du groupement de la filière bois du Cameroun, qui va nous entretenir sur les avancées et les freins de l'évolution de la filière bois ces 10 dernières années. Nous aurons également à suivre M. Jules Paulin et Sono sur la promotion de certaines essences dans notre pays. Suivra naturellement, nous suivrons également M. Justin Talom, qui est le PDG de l'entreprise Dino et Fils, qui nous parlera des contraintes à lever dans le secteur pour augmenter le taux de transformation locale de bois dans notre pays. Nous écouterons aussi Madame Karine Etoundi, qui est responsable administrative de la société Woody Pivot, avec elle nous parlerons de la qualité des produits issus de la transformation du bois dans notre pays. Pour ce qui est des finances, notamment du relèvement des droits de sortie à la fois sur les grumes et les bois débités, nous en parlerons avec M. Gabriel Ngakoumda, qui est le chef de la division des prévisions au ministère des Finances. Pour ce qui est de la création d'une zone économique spéciale dédiée à la transformation du bois, c'est un sujet que nous aborderons avec M. Steve Binelli, qui est le chef adjoint du service de la transformation locale au ministère de l'Industrie. Nous pourrons ensuite, si vous en avez convenance, passer la parole à d'autres intervenants dans la salle, notamment les représentants du Minepat, des CAM Plaquage, du groupe Kouri, de Vision Confort et de Confort House. S'ils voudront prendre la parole, nous leur passerons le micro et nous achèverons cette phase d'échange ou d'intervention par un jeu de questions-réponses. Voilà. Pardon d'avoir été quelque peu longue dans mon propos introductif. Et maintenant, si vous en avez convenance, nous allons passer à ce que nous allons appeler le plat de résistance. Et nous allons commencer par M. Gabriel Ngakoumda, qui est le chef de la division des prévisions au ministère des Finances.
Et la première question qui me brûle les lèvres est certainement le sujet de préoccupation de tous les acteurs de la filière bois ce matin, c'est celle qui concerne le relèvement des droits de sortie à la fois sur les grumes et le bois débité. Pourquoi cette décision, Monsieur Gakunda? Qui est fort louable. Je vais commencer par répondre à votre question et puis vous me permettrez de prendre 2 minutes pour peut-être un peu rappeler encore l'intérêt de la problématique dans tout le secteur. Pourquoi relever les taux de droits de sortie? C'est une substitution en fait à la problématique de l'interdiction. En principe, ce qu'on attendait, c'était l'interdiction. Le relèvement... Qui a été reporté. Oui, qui a été reporté. Le relèvement consiste tout simplement à décourager les exportations. Et c'est dans la même logique que les importations. C'est dans la même logique que l'interdiction en réalité. Donc nous voulons freiner les exportations de grumes et de bois débité qui sont considérés comme la première transformation. En fait, quand on parle de bois débité, il n'y a pratiquement pas de transformation dedans. Donc nous sommes résolument tournés vers la transformation. Cela étant dit, vous me permettrez de revenir sur le problème, qui me passionne d'ailleurs. Adam Smith disait, si un pays peut nous offrir une marchandise à un meilleur marché que nous ne sommes en même de l'établir nous-mêmes, alors nous pouvons lui acheter ça avec quelques parties de notre économie. La question ici est le si. Et je pense que c'est une question qui est présente dans tous nos secteurs. Le si est violé et nous violons les règles d'une bonne gestion de notre économie. Nous achetons le riz alors que nous pouvons le produire. Nous importons le bois, les meubles alors que nous pouvons les produire. Le si est constamment violé. Maintenant, je vais les redire d'une autre manière. C'est un chiffre qui nous vient à l'esprit. Les exportations de grumes et de bois débité sont en baisse dans notre économie. Et les deuxième et troisième transformations sont en hausse. Ça, ce sont les données de la balance de paiement et du commerce extérieur. L'autre élément que nous voulons mettre en avant, c'est que je crois que les entreprises locales étaient préparées, quoi qu'on dise, quelque peu au saut qui consistait à dire on va interdire. Malheureusement, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas me prononcer, ce n'est pas arrivé. On a vu des équipements. Des raisons que vous n'allez peut-être pas évoquer, mais qui ont également trait aux recettes fiscales. Le Cameroun aurait perdu 80 milliards de recettes fiscales et le Gabon, je crois, 75 milliards. Je vais vous dire tout de suite que vous avez avancé un chiffre qui n'est pas vrai. Je comprends le chiffre que vous avez donné. Il s'agit des recettes dans le secteur bois, mais il ne s'agit pas des recettes fiscales. La fiscalité, c'est quelque chose de marginal. On prélève un petit taux. Vous avez dit 368 milliards. 368 milliards, madame peut le confirmer, ça peut être les recettes d'exportation, mais pas les recettes fiscales. Donc ça ne saurait être imputé fondamentalement aux recettes fiscales. C'est pas les Donc, recettes. si on vous a bien compris, du fait de le report de cette sortie des grumes n'a rien à voir avec la perte des recettes fiscales par les Non, j'ai pas dit ça. concernés. J'ai pas dit ça. Je voudrais dire tout simplement que l'ampleur que vous avez donnée, le chiffre que vous avez donné, ça ne peut pas être 300. Si, supposons un instant que l'État prélève 10%. Si nous prenons 368 milliards, ça veut dire que les exportations, c'était 3680 milliards. Je dis, ce n'est pas ça le chiffre. L'ampleur que vous avez donnée... Bon, vous avez commencé par 3 dans votre propos introductif, vous avez dit 300. Pas de recettes fiscales. Pas de recettes fiscales. Ça peut être des recettes dans le secteur bois, mais pas de recettes fiscales. Est-ce que les recettes fiscales, ça atteint 80 milliards? Je ne sais pas. Je ne conteste pas l'idée selon laquelle on a une perte de recettes fiscales, mais il ne faut pas voir le problème seulement comme ça. Le problème, il doit être vu de 2 manières. La première, quand on regarde l'économie, on a 4 comptes. Et dans ces comptes, il y a la balance des paiements.
La balance des paiements nous donne des recettes et la balance des paiements nous permet de voir aussi ce que nous perdons. Et la transformation a l'avantage de nous apporter plus de valeur ajoutée. Et je voudrais dire à ceux qui s'orientent vers la transformation qu'ils ont fait le bon choix. Entre le mi-2021 et mi-2022, la tonne de la pâte à papier a augmenté de pratiquement 100%. J'ai de la documentation là, je peux vous la donner. Et cette augmentation rappelle, on fait quoi? On la pâte à papier. Elle, c'est un produit dérivé du bois. Et pourquoi? Parce que tout simplement, en évitant les emballages plastiques et tout ce que ça peut comporter, la demande augmente parce que de plus en plus, les produits recyclables, c'est avec les papiers carton, les papiers bois. C'est juste pour dire à ceux qui, comme M. Pivot, sont déjà dans la 4e transformation, que vous devez aller plus loin. Vous êtes à la Sopecam. Vous savez que le problème de la Sopecam aujourd'hui, c'est l'importation de papier que vous faites. Et je ne vais pas cacher un secret, vous revenez vers l'administration pour dire on a un problème d'approvisionnement. On vend le bois et on s'approvisionne en papier. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer comme ça? On va continuer à dire on vend le bois et on achète les meubles. Je rappelle, et c'est important de le dire, que le Cameroun exporte énormément de bois vers le Vietnam. Et le Vietnam est le premier exportateur de meubles aux États-Unis. Si ça ne choque pas, on doit se poser des questions. J'ai là un papier que je vais vous confier aussi, qui s'appelle Bois volé, Temple souillé. Ça traite du Cameroun. Bois volé, Temple souillé, qui est écrit par IEA, rappelle tout simplement qu'ici on prend le bois, là-bas ils ont les temples. Et tout ça pour remettre au goût du jour l'intérêt de la transformation. Quand on voit le nombre de camions qui passent avec des bois grumes dans nos rues, dans nos villages, la destruction, on n'imagine pas. La question du bois doit être une question publique et commune. Et la question de la transformation, pour dire au fond qu'est-ce que nous gagnons, est une question d'intérêt général. Et je suis heureux que le politique ait pris à bras le corps cette problématique, même si les avancées ne sont pas au rythme que nous espérons. Enfin, je clôt là-dedans en rappelant que pendant que la CEMAC dit nous n'avançons pas, il y a des pays qui, individuellement, à l'instar du Gabon, qui décident de dire moi, je n'exporte plus de bois. Alors c'est pour ça que l'État a donc décidé, pour toutes ces raisons, vous l'avez dit, c'est pour encourager la transformation locale. L'État a donc décidé de relever les droits de sortie des grumes et du bois, des bois débités. Mais est-ce que c'est la seule solution de votre point de vue? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre au niveau de votre département ministériel pour encourager la transformation locale du bois? Est-ce que ça peut aller chercher dans des subventions pour l'installation? Est-ce que ça peut aller chercher dans des accompagnements pour la création d'usines? Qu'est-ce qui peut être fait au niveau de votre département ministériel pour encourager ceux qui veulent transformer localement? Je voudrais commencer par dire que nous sommes dans la réglementation, le ministère des Finances est dans la réglementation. L'accompagnement, ça peut se voir, mais nous sommes principalement dans la fiscalité a pour vocation de réglementer. Et la décision qui consiste à dire on relève le taux, on peut le baisser pour encourager, on le relève pour le décourager. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait? Je crois que même dans la loi des finances, on a laissé de la marge. Il y a une réunion tout à l'heure sur les garanties qui peuvent être données aux entreprises, aussi bien publiques que privées. Maintenant, moi, je suis contre la subvention d'une manière générale, parce qu'elle est très mal utilisée. Les gens ne savent même pas que quand on vous donne une subvention, elle rentre dans le profit tout de suite, parce que c'est une recette de profit et l'impôt doit repasser dessus. Je suis contre la subvention à cause de l'usage qu'on a vu de la subvention jusqu'ici. Et tant que les entreprises elles-mêmes ne prendront pas à bras le corps leur véritable problème, que nous pouvons encourager quand elles sont déjà sur le terrain. Moi, j'ai de la peine à penser que c'est la subvention qui va régler le problème. Ceci étant dit, ça n'absout pas qu'un ensemble de dispositions soient inscrites dans la loi des finances, entre autres ces accompagnements-là et ces facilités. On leur a demandé, au lieu de donner la subvention tout de suite par le ministère, de passer par les banques. Comme ça, la banque a la possibilité de mieux réguler. Et c'est l'esprit des 200 milliards qu'on a demandé aux banques de donner aux entreprises
avec une certaine garantie, mais en retour, les banques doivent s'assurer du retour, puisque ce sont des prêts, pour que d'autres puissent en profiter. Une politique d'incitation peut-être au regard du nombre de taxes. Certains acteurs du secteur, la plupart des acteurs du secteur se plaignent également de la pléthore des taxes. Est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas également quelque chose à faire pour encourager les acteurs du secteur? Alors les taxes, la question c'est qui se plaint des taxes? Vous trouvez un arbre que vous n'avez pas planté, vous le coupez. Déjà nous sommes ici avec ceux qui sont dans la transformation. Vous avez reçu l'autorisation de le couper, monsieur. Attendez. Oui, j'ai l'autorisation. Attendez, la question c'est quand je le coupe et que je l'utilise pour moi-même, c'est ni vu ni connu. Mais celui qui coupe pour vendre, la question c'est, est-ce que lui, il trouve un arbre, il coupe, il vend? Et en général, on leur donne en plus des espaces. Je pense que le MINFOF va répondre va connaître de ces questions-là. Des concessions. Vous allez dans une concession, dans un village dans lequel vous n'avez jamais mis les pieds, vous pensez que vous devez venir couper partie. Et je rappelle que dans beaucoup de ces concessions-là, beaucoup d'entreprises avaient des cahiers de charges qu'elles n'ont d'ailleurs jamais respectés. Combien d'écoles devaient être construites par des forestiers? Ceci étant dit, je mets ce côté de côté parce que cet aspect de côté parce que je préfère que ceux qui sont dans la transformation et qui sont dans le panel ici questionnent sur ces considérations-là. Alors on verra que les taxes dont on traite ne sont pas les taxes qui sont à leur charge, mais plutôt à la charge de ceux qui sont dans l'abattage. Donc il s'agit de la redevance pour éclairer l'opinion, redevance forestière, taxe d'abattage, taxe d'entrée à l'usine, droit de sortie, surtaxe à l'exportation, les impôts sur les revenus. L'impôt sur le revenu, c'est tous les revenus sont imposés, y compris les vôtres. Quand vous prenez un per diem quelque part, c'est imposé. Donc ce n'est pas un traitement différentiel. La taxe d'abattage, il faut aller voir ceux qui coupent là-bas. Ceux qui sont ici, ce n'est pas leur problématique particulière. Mais le problème étant, si vous permettez, oui, vous allez continuer après, le problème étant que les usines sont au bout de la chaîne et qu'elles ont besoin de la matière première. Alors si la matière première est, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, surtaxée, forcément au niveau de l'usine, la matière première va coûter plus cher et au bout de la chaîne, le produit qui sortira de l'usine va coûter également plus cher. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Comment il faut voir la chose? Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Déjà, tout le monde doit payer les impôts. Par définition, la pression fiscale, c'est le ratio entre les recettes fiscales et le PIB. Et donc, tout ce qui entre dans le PIB doit contribuer. Une fois que cela est dit, la question c'est, est-ce que les entreprises ne se refinancent pas lorsqu'elles payent les impôts? La réponse est, elles se refinancent. Elles se refinancent forcément. Donc, quand vous dites, celui qui a coupé, oui, mais on ne sait même pas ce qu'il va faire avec. Il peut avoir coupé et envoyé. Ce n'est pas parce qu'il revient dans l'entreprise. Et d'ailleurs, je rappelle que la meilleure partie est repartie à l'exportation. Donc, si on n'avait pas prélevé ça, c'est vrai, vous allez dire, quand il va arriver ici, il va payer, mais à l'origine, on ne sait pas ce qu'il va faire avec. Et comme ça, dans la chaîne d'activité, il y a un ensemble de taxes. Et enfin, je pense que le MINFOF va peut-être connaître de cette question aussi une fois de plus, parce qu'il y a des taxes qui sont du domaine du régulateur, qui sont portées par le régulateur. Nous avons un programme de sécurisation des recettes forestières. Lorsque, dans le cadre de la régulation, aller dans d'autres pays, on dit nous ne voulons plus que ça, on continue à couper dans le désordre, nous voulons sélectionner certaines espèces, nous voulons demander aux gens de replanter, et je pense même qu'on pourrait aller plus loin. Si les gens ne replantent pas, la remise en état des sites, parce que les entreprises peuvent se plaindre, mais la question c'est, est-ce que vous laissez des villages avec tout ce qui est là? La question de la remise en état des sites peut aussi se poser. Monsieur Ngakounda, si vous permettez, je sais que votre programme est très chargé, mais permettez-moi rapidement d'évacuer deux préoccupations, notamment celle qui concerne l'adoption de 2 mercuriales, dont une pour les grumes et une autre pour le bois débuté, mais également celle qui concerne les contrôles. L'adoption de 2 mercuriales, je ne connais pas des mercuriales. C'est une question du ministère du Commerce. Que j'achète d'ailleurs. Parce que pourquoi? Un bien, la mercuriale est liée à un bien. Si vous dites le bois en grume, c'est le bois en grume. Si vous dites
le bois débité, c'est le bois débité. Si vous dites le riz parfumé, c'est le riz parfumé. Si vous dites les brusures de riz, c'est les brusures de riz. Si vous dites les animaux sur pied, ce sont des animaux sur pied, et les animaux, les abats, c'est des abats. Donc, j'achète ce problème. C'est cette réponse-là. Maintenant, bon, j'ai réglé la question de la mercuriale. C'est bon? C'est deux produits totalement différents et chacun a sa valeur. Si je reviens sur la question des contrôles. Les contrôles, nous les avons voulu mix entre le ministère des Forêts et le ministère des Finances. Pourquoi les contrôles ne sont pas mixtes? Je ne peux pas répondre de cela. C'est des questions administratives. Je ne connais pas. Je suis ingénieur statisticien économiste, je suis directeur de la prévision. Ce n'est pas dans mon domaine d'aller connaître. Mais l'idéal, tout comme on a des places où on peut avoir tous les services en un pack, je vous comprends et je concède qu'il soit malvenu d'avoir un contrôle du ministère des Finances ici ou des douanes ici et un contrôle des forêts tout à côté. Ceux qui sont en charge des domaines pourraient peut-être apporter des éclaircissements dedans. Pourquoi est-ce qu'on a tout un programme de sécurisation des recettes forestières et non pas une administration fiscale? Il y a des spécificités qu'eux encore pourraient rappeler là-dedans. Alors, merci, Monsieur Ngakunda. Juste pour finir, s'il fallait retenir quelque chose aujourd'hui concernant l'apport du ministère des Finances ou l'accompagnement du ministère dans le combat pour la transformation locale du bois au Cameroun, pour booster cette transformation, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir en termes de... Deux choses. Si moi je voudrais retenir deux choses, la première c'est de dire la transformation du bois est un impératif. De tous nos produits, même d'ailleurs, je reviendrai à votre préoccupation principale. Il s'agit de tous nos produits. On ne va pas rester éternellement dans des matières premières. Ça suffit, ça suffit. L'offre augmente. Les valeurs des produits transformés augmentent. Nous sommes toujours dans une économie de matières premières, ce n'est pas juste. Et à cela, on va rappeler que l'orientation même de la dépense publique est questionnée aujourd'hui. Et les dispositions qui sont prises, c'est de dire vous devez d'abord acheter des produits locaux. Sinon, nous allons fabriquer un pays de bensikineurs. Nous allons laisser tous nos frères qui sont à Olezoa à faire le coupé-coller là, alors que nous sommes en train de porter le copeau, alors que nous sommes en train de détruire des emplois. Il faut que ce soit clair dedans. Le deuxième élément, qui est qu'est-ce que le ministère des Finances peut faire? J'ai rappelé que nous sommes dans la réglementation, dans l'encadrement. Et nous le faisons à travers la fiscalité, principalement. Le fait de dire nous surtaxons ceci, c'est que nous décourageons. Mais l'interdiction elle-même viendra non pas du ministère des Finances, mais des administrations en charge de la régulation de ce secteur. Ça peut être le bois aujourd'hui, ça peut être les mines demain, ça peut être l'interdiction, c'est dans la régulation du côté du secteur. Nous sommes dans la régulation de l'activité à travers la fiscalité. En plus de cette régulation, les avantages fiscaux, les incitations, les outils d'accompagnement qui peuvent être mis sur pied, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que nous pouvons permettre à certaines entreprises d'avoir des taux d'intérêt bonifiés quand elles vont s'endetter? Et on a dit, on a une réserve auprès du système bancaire. 200 milliards. 200 milliards, et les entreprises peuvent aller s'endetter là-bas, parce que quand l'entreprise ira s'endetter là-bas, si vous venez pour me demander une subvention, et nous avons le problème des subventions aujourd'hui, je vais vous regarder peut-être comme un ami, peut-être comme un ennemi. La rationalité qui est derrière peut être questionnée. Quand vous allez dans une banque, et c'est l'esprit qui prévaut de plus en plus, la banque va vous traiter comme elle traite tous les autres acteurs, comme elle traite toutes les autres entreprises, et questionner votre activité elle-même, qui est gage du remboursement. Et il faut qu'elle s'assure que le remboursement sera fait, quitte à ce que le différentiel en termes de bonification de taux d'intérêt soit servi par l'État, et en obligeant l'emprunteur à rembourser pour que d'autres puissent aussi en bénéficier. Merci, Monsieur Ngakunda. J'espère qu'on a quelque peu éclairé les acteurs de la filière quant à l'apport ou à la contribution du ministère des Finances dans la transformation du bois local. Nous avons été quelque peu longs parce que c'était un sujet assez intéressant et les préoccupations étaient des préoccupations majeures. Nous savons que votre temps est compté, votre journée ne fait que commencer, donc nous allons vous permettre
de partir dès que vous pourrez, dès que vous voudriez partir. La suite de nos échanges, ce sera donc avec Madame Blandine Laure Ougia, Laure métal, pas l'or, L-A-U-R-E, c'est l'or, le métal, je précise, qui est le délégué régional du groupement de la filière bois du Cameroun. Alors, avec vous, nous allons commencer par parler des avancées réalisées dans ce secteur. Mais avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que vous nous présentiez en quelques mots votre groupement. Merci de me passer la parole. Je suis bien Blandine Laure Ougia, déléguée générale du groupement de la filière bois du Cameroun. Je voudrais remercier Afriland First Bank pour cette réunion et ces échanges, parce que je crois qu'on va pouvoir parler un peu de la filière bois, ce que nous représentons pour l'économie nationale, pour notre pays et les différents apports que nous pouvons y apporter. Déjà, je présente le groupement. Le groupement de la filière bois, c'est un ensemble de 14 sociétés qui se sont réunies et avec pour objectif qu'on puisse défendre leurs intérêts auprès des administrations, auprès des bailleurs et autres. Nous, on représente environ 14 000 employés. 14 000 employés avec, on peut dire, un chiffre d'affaires de 300 milliards par an. Et je crois que je laisserai certainement la parole aux responsables des finances pour dire combien nous on ramène comme taxe, parce que je contexte un peu les chiffres qu'il a avancés tout à l'heure. Retour de devises, rapatriement des devises, bref, l'apport du groupement de la filière bois et de toute la filière est considérable au Cameroun. Aujourd'hui, la filière bois apporte plus que ce qu'on en pense. C'est d'abord 4% au PIB. Ce n'est pas 2%. C'est 4,2% au PIB. Et nous intervenons ici après l'agriculture. Les hydrocarbures? Les hydrocarbures, on ne compte pas beaucoup. On parle de l'agriculture. Nous intervenons. De toutes les façons, le secteur porteur, dont le secteur bois en fait partie, aux côtés de l'agriculture et des hydrocarbures. Oh, effectivement. Donc, nous, on a un très grand apport. Pourquoi? Parce qu'on en touche pratiquement tous les secteurs. Transport, énergie, assurance. Nous, on passe c'est-à-dire toute la chaîne de valeur est exploitée aujourd'hui. Nous, on va de l'exploitation forestière, la transformation, le transit, l'exportation. Et dire que la première transformation, je réponds d'abord un peu à ces attaques de tout à l'heure, la première transformation n'est pas du transformation. Je dis non, tu ne peux pas faire du meuble si tu ne l'as pas débité. Est-ce qu'on peut faire un meuble avec la grume? Non, ce n'est pas possible. Sauf si le responsable du ministère des Forêts me conteste, ce n'est pas possible. Ou le responsable de la transformation. Pour faire un meuble, il faut d'abord le débiter, le sécher avant de le vendre. On a parlé de fiscalité tout à l'heure. Le secteur forestier est le seul secteur qui, depuis 5 ans, subit des hausses drastiques. Je parlerai pour la taxe d'abattage. La taxe d'abattage, c'est une taxe qu'on paye parce qu'on a coupé du bois. Et cette taxe devrait permettre un pourcentage de 1% pour le reboisement. Donc, parce que tu as coupé, tu payes 4% de la valeur FOB, qui est encore un décret, un texte fixé par le ministre des Finances, en collaboration avec le ministre des Forêts, dont vous payez 4%. Et il y a une partie de cette taxe qui est allouée au reboisement. Mais ce reboisement, nous le faisons encore. C'est-à-dire, tu payes pour quelque chose et tu le fais. Donc, après avoir payé, on le fait, s'il vous plaît. On va partir sur la taxe
la RFA. Oui, mais je voudrais d'abord qu'on s'entende bien sûr sur le principe. Hein. Je prends l'assistance à témoin. Il ne s'agit pas de répondre à Monsieur Gakoumda. Peut-être que nous aurons à la fin de cette première partie un volet consacré à l'échange. S'il y a des éléments que vous voulez ajouter à la suite du propos ou de l'échange que nous avons eu avec M. Gakoumda, on pourra le faire. Mais je voudrais d'abord que vous nous entreteniez sur une question principale qui est celle des avancées qu'on a quand même pu observer dans votre secteur depuis 10 ans. Et par la suite, nous pourrons donc parler des problèmes auxquels la filière est confrontée. Commençons par ce qui marche. Il y a quand même des choses qui marchent depuis 10 ans. Comme avancé, c'est parce qu'il va partir. Donc, il faudrait qu'il retienne qu'il est stratégique. Et puis, nous, on reste... lui, il est de la stratégie. Et ce que nous, on vise, c'est le terrain. Donc, je tenais quand même à attirer son attention parce que là, c'est la haute hiérarchie et nous faisons ce qui est sur le terrain. Donc, s'il vous plaît, je peux continuer. Donc, côté avancé, c'est vrai. Depuis, nous attendons l'arrêt des grumes. Mais comme on dit, pour arrêter, il faut des préalables. On a parlé tout à l'heure de Gabon. Le Gabon, quand il a arrêté pourquoi? Parce que c'était une volonté politique. Et l'État a accompagné avec beaucoup. Parce que nous étions au Gabon. Et je ne jette pas les fleurs au Cameroun. Ce que le Cameroun fait, c'est même pas le Gabon ne fait pas le 1% de ce que nous on fait ici. Le problème du Cameroun, c'est qu'on ne communique pas sur ce que nous faisons. On va partir des grumes. En 2018, on était à environ 800 000 mètres cubes de bois en grumes exportés. Aujourd'hui, on se retrouve à 300, 350. Ça veut dire qu'on transforme. Les entreprises ont mis du leur. Ils ont sorti de leur poche. Ils sont partis auprès des banques. Ce que, contrairement au Gabon, le Gabon a mis, si je ne me trompe, 400 milliards, ou je ne sais pas si c'était millions, de francs à ces entreprises-là, qui ne sont même pas des entreprises nationales, pour transformer du bois. Et ça, pour nous, aujourd'hui, on peut se dire, le Cameroun a fait un plus. Pour le bois transformé, on est parti en 2018, je vais vous donner juste les deux, 2018-2014. Ce qu'il y a à l'intervalle, là, ce n'est pas très important. En 2018, on était à moins de 300. Aujourd'hui, comme bois débité première transformation, qui n'est pas reconnu par l'administration, nous sommes à environ aujourd'hui à 800 000. Ça veut dire qu'il y a eu des avancées. Et pour atteindre ce niveau, les entreprises ont mis du leur. On a investi. Et ces investissements-là ont un coût. Et on dira merci à Afriland First Bank parce que plusieurs de nos entreprises membres sont membres de Afriland First Bank. C'est certainement la raison pour laquelle je me retrouve ici. Au niveau des évolutions, le Cameroun a signé, bon ça c'est réglementaire, le Cameroun a signé avec l'Union européenne l'accord de partenariat volontaire qui a permis au Cameroun de réviser beaucoup de ces textes et de permettre à l'opérateur d'être plus tenu en considération par notre administration. Donc aujourd'hui, on a révisé des textes et la loi forestière elle-même, elle est en révision globale. Nous attendions qu'elle passe à l'Assemblée avec les amendements, avec des propositions, bien que l'administration puisse tenir compte des propositions que nous avons apportées. Si ces amendements-là sont aujourd'hui acceptés et validés par la haute hiérarchie, on verrait les filières bois évoluer encore plus. Mais oui. Maintenant, oui. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la transformation plus poussée? C'est vrai que mon membre ici présent va certainement ajouter quelque chose. Nous, en tant que GFBC, on a demandé à toutes nos entreprises d'installer des unités de séchage. Une unité de séchage, la moins chère, c'est 400 millions de francs. Et à l'époque, nous avons discuté avec l'administration fiscale parce que les taxes, ce qui était transformé avant, ne payait pas de taxes. On a dit, OK, on installe les unités de séchage et du coup, on a transformé une taxe
de l'entrée usine à la sortie pour prélever les taxes. Donc, pour nous, ce n'est pas une avancée, mais on a investi. Aujourd'hui, au Cameroun, sur nos sites, on compte environ 35 unités de séchage. Ça voudrait dire que la majorité du bois qui sort de nos usines aujourd'hui sont séchés. Et quand le bois est séché, vous êtes sûr que quand vous vous asseyez, ça ne danse pas le tourneur, ça ne tourne pas avec vous, ça ne danse pas, c'est fixe. Vous pouvez faire un meuble vraiment résistant avec un bois séché. Alors, voilà donc pour quelques avancées que vous avez pu relever, mais j'imagine qu'à côté, il y a beaucoup de goulots d'étranglement. Vous avez nous en citer les plus importants. Qu'est-ce qui freine la transformation locale du bois? Premièrement, l'approvisionnement du MIP. Parce que quand vous avez eu votre titre, l'État vous dit, vous installez l'unité de transformation dans le site où vous êtes. Et si vous installez dans ce site, l'État avant n'avait pas dit, il faut aller à la production des meubles. La production des meubles est un élément nouveau pour nous depuis 3-4 ans, qu'on nous demande d'aller vers plus de transformation. Donc l'État n'avait pas déterminé le degré de transformation à atteindre pour ces unités de transformation. Donc du coup, les unités de transformation qui sont là ont besoin d'être revues à la hausse, c'est-à-dire d'être améliorées, qu'on apporte davantage du matériel. Et là, il a certainement oublié, je veux dire merci au ministre des Finances qui a permis aujourd'hui qu'on puisse importer du matériel à taux zéro de douane pour la transformation. On laissera les tracasseries des douaniers à côté, mais au moins c'est quelque chose qui est acté par une loi de finances. Donc pour le matériel de transformation plus poussé, vraiment on paye 0 droit de douane et 0 TVA aussi, il faut le préciser. Oui. Donc on arrive à le faire. Certaines... Ça c'est des grosses avancées. Oui, les tracasseries dépassent les avancées parce que quand votre conteneur au port, c'est autre chose. Mais au moins, le ministre des Finances l'a pensé, l'État du Cameroun l'a pensé, et honnêtement, comme je dis, c'est stratégiquement, ils ont réfléchi et on leur dit merci. Donc, une fois qu'on l'a, maintenant, il faut aller vers la transformation plus poussée. Les tracasseries commencent. On ne peut pas approvisionner le MIB, ceux qui doivent normalement transformer les produits que nous avons, les bois que nous avons transformés. Pourquoi? Le bois, là, aucun Camerounais moyen ne peut l'acheter. Pourquoi? Avant d'arriver là où il a payé toutes les taxes. Donc, du coup, quand vous dites à un Camerounais, je te vends le mètre cube à 160 000, il dit, demain, on t'a envoyé? Non, il ne peut pas. Alors, il se rabat dans l'illégal. C'est le bois qui est coupé partout, à gauche et à droite. Ce n'est pas du bois légal. Nous, on se retrouve avec notre bois sur la main. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, ce sont ceux qui étaient exploitants au départ, que l'État a obligés à être transformateurs, qui aujourd'hui, on est en train de nous demander encore de fabriquer meubles qui devront le faire. Madame Laure, j'ai envie de vous demander si vous tournez à perte. Pour le moment, avec la grume, qui est un peu notre trésorerie, parce qu'il y a un autre volet des problèmes, c'est le remboursement de crédit TVA, qui est devenu un parcours de combattant. Qui est un problème global qui ne concerne pas seulement la filière bois. Mais quels sont ceux qui exportent? Et qui est lié à la conjoncture actuelle. Oui, quels sont ceux qui exportent le plus? C'est nous. La direction des douanes des impôts peut vous dire. Donc c'est nous qui avions le problème de rapatriement des devises. Quand on rapatrie, quand on exporte, on a plus de crédit de TVA que celui qui tourne dans le territoire. Donc, besoin d'être remboursé. C'est pour ça qu'on essaie de rafistoler avec la grume. Parce qu'avec la grume, tu n'as pas 7 mois pour attendre ton paiement. Le bois transformé, ce qu'on ne vous dit pas, le temps d'abattre, de préparer, de scier, de sécher, d'arriver au port, de transpirer et d'exporter, c'est 7 mois. Et c'est quand c'est sur le bateau que le client vous paye. Or, la grume, si tu coupes le lendemain, tu as 2 semaines pour que c'est parti. Et dès que c'est sur le bateau,
On te paye. Ça te permet de gérer le train-train quotidien au Cameroun. Alors, une autre question, si vous permettez, c'est celle relative à l'encadrement et à la protection de la filière. Est-ce que vous vous sentez abandonné ou alors choyé par l'État en termes d'encadrement? Nous dirons que nous avons notre administration de tutelle qui nous écoute. Ensemble, on porte généralement les problèmes de la filière, mais comme ça se retrouve autour des taxes, parce que je vous disais tantôt, le Cameroun, c'est le seul pays où on taxe la transformation. Vous transformez du bois, produit fini. Nous, en 5 ans, on nous a augmenté pour le droit de sortie des débités du bois transformé, 165%. C'est-à-dire que vous payez 100 000 pour exporter. Aujourd'hui, pour exporter, vous devez payer 165 000. Sans énergie, sans gazoil. Vous voyez le parcours de combattant d'un exploitant forestier transformateur au Cameroun, ce n'est pas possible. Donc on voudrait que notre administration fiscale nous comprenne et nous accompagne vraiment. Jusqu'à quel niveau? Je vous ai posé la question de savoir tout à l'heure si vous tournez à perte. J'ai presque envie de vous demander... J'ai dit on ne tourne pas à perte parce que pour le moment, on a encore un peu la... Vous gagnez gros quand même. Pardon? Vous gagnez gros quand même. On ne peut pas dire qu'on tourne à perte. Ça dépend de ton chiffre d'affaires et du titre que tu as. Il y a plusieurs paramètres qui sont pris en compte. Si tu arrives à vendre quand même un peu de l'agrume, je vous dis, vous avez de la trésorerie. Mais nous sommes mis dans la tête que nous devons arrêter à la date déterminée par l'État du Cameroun. C'est-à-dire le 1er janvier 2026, on ne trouvera plus de grumes de bois au port de Douala. Et ça va crescendo. Donc, chaque année, on réduit de 10%. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir que tout le bois que vous voyez passer là, ce n'est pas le bois du Cameroun. C'est le bois de la sous-région. On a le bois de la Centrafrique, on a le bois du Congo. Il faut bien lire les marteaux forestiers qui sont écrits dessus. Et quand le bois part de l'Est, ça va dans les usines au niveau du littoral, donc Edea et Douala. Parce qu'au moins là, les douaniers font leur boulot, ils regardent le taux de conversion, ils regardent les volumes sortis, si c'est en cohérence avec ce que vous devriez avoir dans votre titre, ainsi que l'administration fiscale. Non, là, vous savez, au Cameroun, on a de très bons contrôleurs. Vous nous avez demandé... Heureusement. Oui, vous nous avez posé la question tout à l'heure, quelles sont les entraves? Nous, on a dit la fiscalité élevée. Il y a quelqu'un qui a dit les contrôles. Vous ne pouvez pas savoir. Pour travailler chez un exploitant aujourd'hui, il faut se dire, vous pouvez avoir minimum par an 12, 14, 15 contrôles. Pourquoi? Peut-être au mois de janvier, vous avez un contrôle de comptabilité. C'est la direction des douanes, des impôts. Après, vous avez un contrôle sur pièces. C'est la même direction. Après, vous avez un contrôle mixte. C'est la douane et c'est le ministère et c'est les impôts. Après, vous avez un contrôle de douane. En quoi est-ce que ces contrôles vous gênent si tout est fait de manière claire, selon les règles de l'art, en respectant l'orthodoxie? En quoi est-ce que les contrôles vous gênent, même si on fait les contrôles une fois par semaine? En quoi est-ce que ça vous pose un problème? Madame, un contrôle est une immobilisation du personnel. Quand vous immobilisez, chez nous, c'est des archives. Quand vous dites le contrôle de douane arrive tel jour, c'est là, tous les responsables du transit sont au garde-vous, ils vont vous sortir, ils vous disent on va vous aller peut-être 10 ans après, même si c'est pour 2 ans, il y aura un élément qui va vous amener. Vous cherchez tout, vous déposez, le gars s'en va, il peut partir 2 jours, il revient tel jour. Et en fait, c'est quoi? Le personnel est mobilisé sur ce contrôle. Après, vous avez la CNPS. Donc, c'est-à-dire, c'est tout le temps, on n'a plus la possibilité de travailler. Merci, madame. Merci. S'il vous plaît, oui, il y a les tracasseries administratives. La parafiscalité. Oui. Je ne voudrais pas ouvrir le débat sur la parafiscalité ici parce que
nous sommes tout à fait entre nous et nous savons qu'est-ce qui ouvre la porte à cette parafiscalité. Je pense que les torts sont quelque peu partagés. Je vois que M. Ngakoumda voudrait prendre la parole. Mais je vais vous permettre de prendre la parole juste pendant 2 minutes, s'il vous plaît, parce que nous avons encore 4 personnalités que nous devons, 4 intervenants que nous devons écouter. Et je rappelle que ce n'est pas un affrontement, c'est juste pour... c'est en toute convivialité. Je voudrais d'abord vous dire merci et répondre à juste quelques préoccupations pour qu'on se comprenne. Et redire aussi que nous travaillons tous pour l'intérêt d'un pays. Il y a beaucoup de questions que j'ai renvoyées au MINFOF parce que nous n'avons pas la paternité. Chaque administration est dans la régulation dans son secteur. Le ministre des Finances ne peut pas relever certaines taxes ou certains sans que ce soit proposé par le MINFOF parce que quand on va rentrer à l'Assemblée nationale, les questions spécifiques au secteur seront posées. Il y a des travaux qui se font souvent de manière concertée. Ça n'enlève pas la solidarité gouvernementale, ça n'enlève pas les responsabilités. Sur la question de votre chiffre d'affaires est de 300 milliards, je voudrais encore dire, si votre chiffre d'affaires est de 300 milliards, comment nous faisons pour prendre tout votre argent? J'ai dit, et j'insiste, quand vous avez un chiffre d'affaires de 300 milliards, les impôts qui y sont contenus n'ont rien à voir avec. Et je vous concède de dire que vous avez une recette et que nous avons des devises derrière. Il faut que ce soit clair. Sur la question de la transformation plus poussée, je peux vous concéder ça. Mais si vous allez dans les quartiers, permettez-moi de parler comme quelqu'un du quartier, on dira que vous avez fendu le bois. Et ça va s'arrêter à ça. Et on vous dit, allez plus loin. Et vous avez rappelé vous-même que le gouvernement n'a pas dit dans la transformation, allez jusqu'au meuble. Vraiment, c'est votre secteur. Nous vous attendons même jusqu'au papier. Si vous nous dites, il faut que l'État vienne vous dire. Et je vais redire une chose. Il ne faut pas qu'on croie que l'entreprise étrangère, parce que dans ce raisonnement-là, on voit comment est-ce que les gens travaillent avec une lecture qui est celle d'une entreprise nationale. Si vous travaillez sur le bois ici, nous vous attendons jusqu'au meuble. J'ai vu les prospectus de pivot et autres qui nous intéressent tous. On n'a pas à vous dire allez jusqu'au meuble. Ça va de soi que vous devez aller le plus loin possible. Voilà ce que je voulais dire sur cet aspect. Vous avez raison sur la question du remboursement de crédit de TVA. Je ne peux rien dire dessus. Vous avez raison sur la question de l'approvisionnement en énergie en gasoil, qui nous dérange nous-mêmes. Parce que si on avait assez d'énergie, la subvention sur le gasoil, nous subventionnons ça. Donc, en fait, on est là dans un jeu qui n'est avantageux à personne. J'ai dit jeu, ce sont des contraintes en réalité. Je voudrais que vous gardiez ça présent à l'esprit et vous dire enfin que beaucoup de gens parlent de rapatriement des devises. Vous n'avez pas raison. Si vous avez un frère en France ou au Canada, il vous fait un transfert, le lendemain, vous partez prendre votre argent. La question du rapatriement de devises, vous n'êtes pas concerné. Vous avez eu la contre-valeur de votre argent. La question du rapatriement de devises est ailleurs. Vous avez dit, vous avez des problèmes de rapatriement de devises et vous avez ajouté que quand vous avez mis dans le bateau, on vous paye. Où est le problème de rapatriement de devises là? Ne mélangez pas les deux. Par contre, les exportations sont extrêmement importantes pour notre pays. Elles nous apportent des devises. Et nous voulons une transformation plus poussée. Nous avons dit le Vietnam vend des meubles. Parce que quand la transformation est plus poussée, la valeur ajoutée est plus importante. La recette d'exportation sera d'autant plus importante que la transformation est plus poussée. Ça, c'est le deuxième point. Et en plus de cela, lorsque vous faites la transformation plus poussée, vous allez amener nos frères, nos sœurs à travailler. C'est pour ça que je disais que ne construisons pas un pays de bensikineurs. Ils vont travailler dans l'industrie du bois, ils vont travailler, avoir des... Et là, l'économie nationale gagne beaucoup plus que si c'était... Il ne faut pas qu'on perde de vue les objectifs recherchés. Ceci étant, je suis d'avis et j'encourage de toute mon âme et avec tout ce que je peux avoir comme force, le travail qui est fait dans le secteur pour la transformation, c'est un travail d'intérêt général. Merci, madame. Merci, monsieur Ngakoumda, qui est le chef de la division des prévisions au ministère des Finances. Vous avez parlé de la question du fuel. Vous disiez de l'énergie. Vous disiez que c'est une préoccupation majeure pour l'État du Cameroun. Et je rappelle que, par exemple, pour ce qui est de la région de l'Est, c'est 12 milliards de francs CFA que l'État dépensait par an
pour acheter du fuel, pour subventionner le secteur. Effectivement, c'était cela avant la connexion du réseau interconnecté Est au réseau interconnecté Sud. Et cette interconnexion date d'à peine de 2-3 mois. 2-3 mois. Donc, merci. Merci, monsieur Ngakoumda. Et maintenant, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, madame. Et maintenant, nous allons écouter monsieur Jules Paulin et Sono, qui est le sous-directeur de la transformation au ministère des Forêts et de la Faune, qui va particulièrement nous parler de la promotion des essences. Je sais que madame Laure ne me démentira pas, il y a certainement beaucoup de problèmes liés à la protection des essences entre ce qui est demandé par le marché et ce qui est permis par les différentes concessions. Parfois, il y a un gap. Et donc, M. Essono va nous entretenir sur la question de la problématique de la promotion des essences. Okay, merci, madame, pour la parole donnée. Avant d'aller dans le sujet que vous me proposez, je reviens un peu pour dire merci à l'organisation et au thème, c'est-à-dire filière bois, comment booster la transformation locale. Il faut le rappeler que la transformation du bois est un maillon très très important dans l'économie camerounaise. Elle participe, comme nous venons de le voir, à 4,2% du PIB. C'est un secteur très porteur parce qu'il utilise presque 500 000 personnes. Beaucoup, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi, c'est très très important. Donc c'est vraiment un secteur que nous devons nous tous regarder et je suis particulièrement content que nous soyons ensemble autour de ce thème. Je voudrais dire, toujours dans ce domaine de la transformation, que dans la logique de la politique du gouvernement, nous allons, depuis 2012, dans la transformation plus poussée du bois, avec le plan de développement industriel, le PDI. Nous devons aller non seulement de la première, mais aussi à la deuxième, à la troisième et à la quatrième transformation. Et le but final ici, c'est d'aller franchement au produit fini. Je voudrais le rappeler aussi que dans ce domaine, l'État, c'est depuis, avec la loi 94, c'est ce qui n'a pas été dit avec les deux premiers panélistes, et c'est très important pour que nous le sachions. L'État, avec la loi forestière 94, avait déjà arrêté l'exportation du bois en grume. Nous tous, nous le savons, que à cette époque, on disait que la loi dit 5 ans après, il n'y aura plus d'exportation de bois en grume. Mais nous sommes en 94, c'est-à-dire 5 ans après. Donc en 2019, en 1999, la loi prévoyait qu'il ne devait plus avoir d'exportation du bois en grume. Et tout devait se transformer ici sur place. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une crise, la crise que nous connaissons, la crise de 98-99, qui a fait que le président de la République prenne une ordonnance en 99 là. Le président a pris donc une ordonnance pour que le bois en grume puisse encore être exporté. Donc c'est très important. La logique du Cameroun, nous étions en 94, voudrait vraiment qu'on arrête 5 ans après l'exportation de bois en grume. Mais avec la crise que nous avons connue dans le secteur agricole, le cacao, le café, les bois,
Ouais, c'était Au micro, s'il vous plaît. c'était vraiment sérieux, a donc amené le président de la République à prendre encore l'ordonnance pour exporter les grumes. Il est aussi important, donc, pour aller très vite sur ce que Blandine disait tout à l'heure, que l'exportation du bois, qui ne fait que l'arrêt des exportations du bois actuellement, avec le concours de la CEMAC, qui ne fait que qui ne fait qu'être renvoyé. Non, ce n'est pas parce que vraiment on veut que qu'on renvoie, non. C'est parce qu'il y a des réalités, il y a des études qu'on mène et on voit les manques à gagner, comme elle a suggéré. Merci de le préciser. Elle a suggéré là tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voulait arrêter, mais les sociétés nous ont dit qu'ils n'arrivent pas à avoir leur fonds de roulement. Leur fonds de roulement vient, comme Blandine vous l'a expliqué, dans la vente des grumes. Parce que la vente du sillage a beaucoup plus de tracasseries. C'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, l'administration a opté, l'administration camerounaise a opté pour l'arrêt séquentiel. L'arrêt séquentiel, c'est cet arrêt séquentiel qui m'amène même à vous parler de la promotion aujourd'hui parce qu'il y a une relation. En espérant que ça ne va pas devenir comme le whisky en sachet, c'est-à-dire que chaque fois que l'échéance arrive, on prorose de 2 ans, on prorose de 3 ans, ainsi de suite. Non, madame, vous savez, le Gabon a arrêté. Blandine vous l'a dit aujourd'hui, c'était la volonté politique. Le Congo vient d'arrêter, la volonté politique aussi. Donc, nous-mêmes, notre vision est d'aller vers l'arrêt séquentiel. L'arrêt séquentiel qui est basé sur les thèmes que vous me donnez, sur la promotion des essences. Alors justement, parlons de la promotion des essences. Le Cameroun, c'est principalement 3 essences qui sont exportées. Nous parlons de transformation locale du bois. Est-ce qu'au niveau de votre département ministériel, il y a quelque chose qui est fait? Est-ce qu'il y a une réflexion qui est engagée pour promouvoir d'autres essences? Justement, vous savez que les forêts camerounaises regorgent de plusieurs essences, presque 300 espèces. Et parmi les 300 espèces, il n'y a que peut-être 60 ou 70, 66 essences qui sont exploitées. Donc, la plupart des essences ne sont pas connues sur le marché, parce que le marché ne veut que le bois qui les intéresse. Donc, les autres bois ne les intéressent pas encore. Et depuis la nuit des temps, depuis la loi 94, la promotion est faite. Avant, il n'y avait pas l'iroko. On n'exploitait pas l'iroko. On n'exploitait pas le bois blanc fraqué. Mais aujourd'hui, on les exploite à cause de la promotion qui a été faite dans ces essences. La promotion, c'est quoi? La promotion, c'est de prendre une essence qui abonde dans nos forêts et l'amener sur le marché pour qu'il soit connu en termes de propriété physique et en termes surtout d'utilisation des bois de cette essence. C'est ça la promotion. Donc quand les utilisations des 10 bois sont déjà bien connues, ce bois entre dans le marché. Et c'est ça qui nous amène à avoir les essences de promotion, à classifier les essences dans le domaine que vous m'avez posé la question. Ça nous amène donc à classifier les essences. Dans cette classification, il y a les essences qui sont déjà connues, qui sont commercialisées. Ces essences, cet arrêté, c'est l'arrêté 72, je crois, de 99. Donc, oui, qui a été modifié en 2018, comme Blandine dit. Donc, la logique, c'est quoi? La logique, c'est les essences qui sont connues, on les interdit
d'aller en grume. Vous voyez, c'est déjà l'arrêt des exploitations de bois en grume. Ces essences, oui, toutes ces essences sont arrêtées complètement sous forme de grume. Je crois qu'il y en a combien? Je vais vous citer ça parce que j'ai ça sur moi. Oui. Bon, il y en a 38 essences, vous voyez, qui ne peuvent pas, qui ne partent plus sous forme de grume. Voilà, interdiction. Bon. Il y a les essences de promotion de première catégorie. Les essences de promotion de première catégorie, c'est quoi? C'est les essences qui commencent déjà à entrer dans le marché. Nous sommes déjà dans la promotion. Bon, parmi ces essences, il y en a 17. Et il y a aussi donc les essences de deuxième catégorie, les essences de promotion de deuxième catégorie. Bon. Pour revenir à l'arrêt des exploitations des grumes, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va toujours prendre, jusqu'en 2026, on enlève les essences de la première catégorie pour mettre dans les essences interdites. C'est juste facile. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce que toutes les essences entrent parmi les essences interdites. Alors vous avez cité un certain nombre d'essences, notamment les chiffres, vous avez donné les chiffres. Est-ce que les acteurs de la filière sont sensibilisés sur ces différentes essences-là? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils peuvent exploiter et ce qu'ils ne peuvent pas exploiter? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait au niveau des acteurs de la filière? À ma connaissance, les acteurs sont sensibilisés par rapport à la logique de cet arrêté des essences de promotion. Mais peut-être pas pour des actions pratiques, beaucoup ne sont pas sensibilisés. C'est l'occasion pour moi de dire que dans notre ministère, chaque année, nous choisissons parmi les essences de troisième catégorie, c'est-à-dire la dernière catégorie, qui sont pleines dans nos forêts et qui ne sont pas exploitées. On choisit 2 essences et on fait la promotion. La promotion, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait réellement? C'est que ces essences, voilà, on prend les échantillons. On part dans un logiciel qu'on appelle Tropix. Ils connaissent ça, qui donne les propriétés. Toutes les propriétés physiques, mécaniques du dit bois, mais surtout aussi les utilisations qu'on peut faire de ce bois-là. Est-ce que vous tenez compte de la demande? Oui, on tient compte de la demande. C'est pour cela quand je vous parle des essences de promotion de première catégorie, ça veut donc dire qu'au niveau du Douala, au niveau du port, on voit ces essences sont exportées, mais infiniment. C'est-à-dire ça commence à aller à l'exportation. Donc la demande est déjà en train de prendre ces essences-là. Le marché est en train de les consommer pour être bien compris. Merci beaucoup, monsieur Essono, pour... Mais ce n'est pas fini parce que on part donc dans des foires, on essaie de fabriquer les prototypes d'utilisation, les meubles, les lits, et on présente dans les foires, les gens voient. Cette année-ci, c'est le Lotofa, l'essence Lotofa, que le ministère fait la promotion. En tout cas, vous communiquez autour de ces essences-là. Oui, c'est ça. Donc vous menez des activités de communication autour de ces différentes essences. Oui, nous participons à des événements à caractère promotionnel. Merci. Avec tous ces prototypes d'utilisation de cette essence. Merci beaucoup, monsieur Essono. Et pour finaliser, pour la bonne compréhension, dès que l'essence est donc entrée déjà au marché, elle quitte donc la lignée de deuxième pour entrer dans l'autre lignée. C'est entendu. Okay, merci beaucoup. Vous allez passer le micro donc à monsieur Justin Talon, qui est le PDG de l'entreprise Dino et Fils, l'État industriel. Avec vous, nous allons parler d'abord des contraintes dans le secteur de la transformation du bois. Je sais qu'il y en a beaucoup. Votre voisine, tout à l'heure,
n'avait pas fini d'égrener son chapelet de misère. J'espère que vous pourrez nous éclairer véritablement sur ces différentes contraintes qu'il faut absolument lever pour booster la transformation locale de bois au Cameroun. Quelles sont ces contraintes, les principales, celles qui vous donnent le plus d'insomnie? Bonjour madame, bonjour aux collègues, à tous les participants de cette réunion. Je remercie vivement Freeland de nous avoir conviés à cette réunion parce que Freeland nous a accompagnés depuis une vingtaine d'années dans cette aventure. En cours de financement, juste pour les amoureux des chiffres concernant Freeland, en cours de financement au 28 février 2023, c'est 450 milliards financement des entreprises du secteur. Voilà. 405 milliards. Donc nous tenons dans ce secteur parce que vraiment Freeland nous porte depuis des années. Tout à l'heure, vous avez demandé, madame, si nous gagnons de l'argent. C'est vrai que notre secrétaire général n'a pas répondu directement, mais nous perdons de l'argent parce que si Freeland ne nous portait pas, je crois qu'on aurait abandonné. Vous n'en gagnez pas du tout. On ne gagne pas. Pourquoi? Parce que c'est un secteur dans lequel nous pouvons gagner beaucoup. On peut gagner de l'argent, l'État peut gagner de l'argent, tout, mais il y a beaucoup de difficultés. Je dois vous parler. C'est justement pour ça que Freeland Je dois vous parler d'abord des infrastructures. Oui. Je suis embêté parce que le représentant du ministère des Finances est parti. En forêt, les entreprises d'exploitation, c'est eux qui sont l'État, c'est eux qui font des routes. Les constructions de routes dans toutes nos forêts. Après, la construction de routes ne relève pas du ministère des Finances, on va le dire. Non, mais ça relève de parler de l'État de manière générale. Ça renchérit les coûts de revient du bois. La deuxième chose, c'est l'énergie. Par exemple, à l'Est, où nous avons une usine, nous consommons 5000 litres de gazole par jour. 5000 litres. Mais imaginez, ça renchérit terriblement le coût du bois. C'est-à-dire que si nous avions l'énergie Eneo, ça serait peut-être le 5e de ce que nous dépensons. Donc, les bois sortis de nos usines, nous ne pouvons pas vendre. En attendant Nachtigal, vous avez déjà l'interconnexion entre le réseau interconnecté Sud et le réseau interconnecté Est qui vous permet de profiter de l'énergie issue de nos différents barrages électriques. Nous savons ce qui n'était pas possible avant non, parce que l'État était complètement isolé. Absolument. L'État est en train de faire beaucoup d'efforts. Je parle des difficultés qui vraiment posent problème dans la transformation. Énergie, route. Voilà. Et ensuite, la troisième, c'est vraiment les compétences. Parce que malgré que Freeland nous accompagne, nous avons beaucoup de problèmes de compétences. Parce que dans la transformation, il faut vraiment Vous voulez parler des ressources humaines? Des ressources humaines qualifiées. Oui, qualifiées. Des techniciens qualifiés. Je crois que sur ce point aussi, l'État a un peu abandonné. Parce que l'État dit que c'est un secteur prioritaire, mais sur le plan pratique, nous ne voyons pas comment l'État forme les compétences dans ce domaine. Et vous faites bien de le relever parce que nous recevions justement le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Issa Chiroma Bakari, sur notre plateau Questions économiques. Et nous lui posions justement la question de savoir qu'est-ce qui est fait en termes de formation professionnelle dans ce secteur-là, sachant que le bois, l'ébénisterie, c'est des secteurs qui ont été choisis, qui figurent parmi les secteurs porteurs arrêtés dans la SND 30. Et ces secteurs ne peuvent pas jouer le rôle qu'on leur attribue si à la base, il n'y a pas suffisamment de ressources humaines pour accompagner. C'est vraiment ça notre grosse difficulté. Et surtout, vous voyez, on parle de transformation du bois, d'investissement dans la transformation, mais voilà notre patron. C'est-à-dire c'est une direction au niveau du ministère des Forêts qui s'occupe de la transformation.
vous ne pouvez pas savoir ce que Afriland a investi dans la transformation chez nous. Mais au niveau du ministère, par exemple, de l'industrie, nous, on n'est pas reconnus. Ils vont peut-être s'occuper de, je ne sais pas, ouais, si quelqu'un veut fabriquer, par exemple, des babouches ou bien je ne sais pas, des carreaux, bon. Monsieur Mais Pinelli le a bois, parlé tout à l'heure. le bois qui nécessite beaucoup d'investissement n'est pas accompagné au niveau du ministère de l'industrie. C'est complètement abandonné à la direction de la transformation au ministère des forêts, qui ils se battent comme ils peuvent, mais il n'y a pas une politique nationale dans le domaine. Donc, tout ce manque d'organisation, nous en souffrons énormément. Et c'est l'argent aussi le nerf de la guerre. Lorsque nous exportons le bois, madame vous a dit, ça fait 7 mois, si on n'a pas 7 mois, on peut pas encaisser. Parce que les tracasseries. Mais j'avoue quand même, terrible. permettez-moi, j'avoue quand même que j'ai du mal cette pilule a du mal à passer, parce que si vous êtes à la poste centrale ou alors vers Loncac à partir de 20h, mais vous voyez les camions et les camions qui passent jusqu'à 6h du matin. Du coup, on a quand même du mal à croire que vous souffrez autant. Oui, nous avons... Oui, mais Nous pas avons que. dit- On sait que la RCA, c'est un grand pays forestier, le Congo Oui. également, mais on a quand même du mal à croire que les opérateurs du secteur bois sont aux abois, permettez-moi cette expression-là. Non, en fait, lorsque nous avons pris des engagements déjà auprès des banques, qu'est-ce que vous voulez, madame? On ne peut pas fermer du jour au lendemain. Nous devons soutenir, sachant que nous sommes dans un secteur qui varie. Nous ne pouvons pas dire qu'on doit arrêter du jour au lendemain. Et je vous ai dit, la banque nous soutient. Et tous les jours aussi, nous exposons nos difficultés à l'État pour que l'État puisse permettre aussi aux banques de nous soutenir. Tout à l'heure, je crois le ministère des Finances vous a parlé de 200 milliards mis C'est une garantie. comme garantie auprès des banques, mais nous ne savons pas si c'est pour notre secteur ou bien Non. si c'est pour toutes les entreprises Pour toutes les entreprises. Ce n'est pas seulement camerounaises. pour le secteur bois. Oui, malheureusement. mais si c'était pour le secteur bois, nous, on applaudirait. Je crois que les banques nous porteraient encore mieux. Et je dois vous dire, les investissements dans le secteur, ce n'est pas pour 1 an, ce n'est pas pour 2 ans, ce n'est pas pour 5 ans. Restons Donc, sur les banques. C'est vrai que Afriland accompagne le secteur, on l'a dit, à hauteur de 405 milliards en termes d'encours, c'est-à-dire au 28 février 2023. Quel est le problème que vous avez avec les banques? C'est un problème de garantie? C'est un problème de non, quoi? je crois Quel est le que problème? c'est un problème peut-être réglementaire, c'est-à-dire les financements sont courts. Par exemple, les équipements de séchage. Bon, comment dire, l'amortissement, c'est sur 15 ans. Mais la banque ne peut pas vous financer sur 15 ans. La banque va vous financer sur 5 ans. Mais il faut amortir sur 15 ans. Les machines de première transformation, c'est sur 25 ans. Parce qu'il y a encore des machines au pays qui ont 50 ans. Mais les banques vont vous financer sur 6-7 ans. Parce que c'est ce qui est réglementé. La banque ne peut pas aller au-delà. Alors, si l'État peut-être portait le secteur, la banque vous donnerait des crédits d'investissement sur 15 ans, 20 ans, et ça permettrait que vous ne soyez pas étranglé financièrement dans les investissements. Ça permettrait que les gains, vous puissiez les recycler dans les investissements. Je pense qu'il faut vraiment une politique nationale pour porter ce secteur qui doit développer notre pays. Malheureusement, il est parti. Tous les mois à Douala, il y a des bateaux. Lorsque vous voyez les camions descendre là, c'est des camions de grumes qui vont au Vietnam. Mais prendre le bois ici, aller au Vietnam, transformer et revenir vendre, ou bien vendre partout dans le monde, moins cher, mais ils gagnent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gros investissements là-bas. L'État les soutient.
Au Vietnam, c'est l'État qui peut-être achète tous les grumes, là, affecte à des petits artisans pour qu'ils transforment. Et c'est bien organisé pour qu'ils vendent. L'État soutient aussi les ventes. Parce que si même nos exportations étaient soutenues, mais ça serait quelque chose de très bénéfique pour nous. Il n'y a qu'à Freeland qui essaye de nous soutenir, tant bien que mal. Quand vous dites que nous vendons, nous encaissons après 7 mois, ben vous vous rendez compte que c'est seulement deux ventes que nous faisons. Maintenant, si nous rentrons dans la 3e, 4e transformation, ben nous allons encaisser après un an. Parce qu'il faut sécher le bois, il faut stabiliser le bois, il faut transformer le bois, il faut après mettre sur, créer des magasins, avoir des circuits de distribution. Mais il faut avoir un fonds de roulement formidable, terrible. Si l'État ne soutient pas les banques sur ce plan, je ne sais pas comment, on ne peut pas tenir. Donc, ce qu'il faut retenir en termes de problèmes, mais aussi en termes de solutions, c'est un accompagnement plus accru des pouvoirs publics au secteur pour accroître ou accélérer la transformation locale du bois. Mais je voudrais également vous écouter sur la question, la problématique des essences. Est-ce que vous pensez qu'il y a également un potentiel de ce côté-là qui mérite d'être connu, qui mérite d'être valorisé à la suite de ce que M. Essonou dit? Ah oui, nous ne connaissons même pas nos essences. Moi, je prends toujours l'exemple d'Afriland. Là-bas, c'est l'Ayus qu'ils ont utilisé dans leur bâtiment de siège. C'est l'Ayus. Mais nous tous ici, on va dire c'est le bois blanc. Bien, c'est le coffrage. C'est ce bois qui est utilisé partout en Europe, aux États-Unis, partout. Mais chez nous, tous nos compatriotes vont dire c'est du coffrage. Et laisser partir comme ça, ou bien on vend bois blanc, ça ne vaut rien. Pourtant, c'est du bois que nous devons valoriser. Nous avons très peu de sapélis maintenant en forêt, nous avons très peu d'iroko que les gens demandent tout le temps, ou bien de movingi. Pourtant, nous avons beaucoup d'ayus, nous avons beaucoup de fraquets qui sont des bois nobles. Donc pour moi, la transformation, la